Le Sud-Est s'est prononcé sur les résultats du baccalauréat 2013 qu'il juge faibles. Les enseignants se sont exprimés sur leurs attentes. À Louga, le chiffre d'affaires de la pêche est en hausse, mais les autorités s'inquiètent du manque de pêcheurs dans la localité. 2 450 000 francs CFA, c'est la somme que devra débourser chaque pèlerin pour aller à la Mecque. Le nombre de missionnaires retenus pour le voyage en lieu saint est de 150 personnes. Lancement du projet collaboratif Technologie à l'initiative de Africare et de l'association AMREF. Et puis le sport, la page internationale et la revue de presse viendront clôturer cette session. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Nous parlons d'éducation dans ce journal avec le Sud-Est qui s'est prononcé sur les résultats de la session du baccalauréat 2013-2014, des résultats jugés faibles. Les enseignants se sont alors exprimés sur leurs attentes par rapport aux prochaines assises sur l'éducation nationale. C'était ce matin lors d'une conférence de presse sur la situation scolaire et universitaire. Compte rendu, Cheikh Fanta Madiberté. Les 31,3% d'admis au baccalauréat 2013-2014 sont les plus mauvais résultats du Sénégal depuis 30 ans. Ces propos sont du secrétaire général du syndicat unitaire et démocratique des enseignants du Sénégal, Sud-Est. En conférence de presse, les enseignants ont exprimé leur exaspération et justifié cette contre-performance par des causes profondes. Les causes sont très profondes. Quand la presse fait d'incriminer les enseignants à cause de leurs grèves récurrentes. Mais en fait, les grèves d'enseignants, les grèves d'élèves ne constituent pas des causes fondamentales. Les causes fondamentales sont dans le système. Profond à notre avis, du point de vue du Sud-Est, c'est que la politique éducative qui a été menée depuis 20 ans au Sénégal ne peut pas permettre de produire de la qualité. Ils ont fait le tour des mots qui gangrènent l'école sénégalaise, à commencer par la question de l'orientation des bacheliers, la baisse des résultats, les problèmes de bourse, bref, tous les points qui font à ce jour tache noire dans le système éducatif sénégalais, sans oublier la violence inacceptable pour eux au sein de l'université. Il s'y ajoute la question des perturbations chroniques, accompagnées parfois de violence dans cet espace-là. Et le Sud-Est, on l'a toujours dit, nous condamnons la violence sous quelque forme que ce soit et d'où qu'elle provienne au niveau de l'espace universitaire. Le Sud-Est a bon espoir quant à la réussite des prochaines assises. Ils ont cependant des attentes afin de pouvoir stabiliser l'espace scolaire. Alors, les assises de l'éducation pour nous, comme la CNAES, ça doit être des moments de concertation pour trouver les solutions les meilleures pour sortir notre système éducatif de cette situation de crise chronique dans laquelle il est depuis très longtemps. C'est pourquoi nous attachons beaucoup d'importance aux assises. Nos attentes sont très grandes. Et au niveau du Sud-Est, conformément à nos orientations, mais aussi à la tradition, parce que vous savez qu'en 1981, le Sud-Est est allé avec 200 propositions aux États généraux. Cette année, en direction des assises, le Sud-Est a eu à élaborer un document de contribution aux assises. Les syndicalistes se sont ainsi prononcés sur l'état de l'école sénégalaise. Il ne reste plus qu'à attendre que les prochaines assises sur l'avenir de l'éducation prennent en considération les préoccupations de tous les acteurs pour permettre à l'école sénégalaise de recouvrer la voie de la performance. Parlons à présent de l'économie nationale avec le secteur halieutique qui voit son chiffre d'affaires passer à la hausse, 20,1% par rapport à l'année dernière. Cependant, les autorités locales en charge du secteur ont exprimé leur inquiétude face au paradoxe, selon que la région serait en manque de pêcheurs. Cheikh Fanta Madiberté. De 1,7 milliard de francs CFA en 2012, le chiffre d'affaires de la pêche dans la région de Louga est passé à 2,8 milliards en 2013, soit une hausse de 20,1 milliards, a indiqué jeudi les autorités régionales des pêches et de la surveillance maritime de Louga.
En entretien avec les journalistes, elles ont soutenu que la production des activités halieutiques est passée de 3054 tonnes en 2012 à 3650 tonnes en 2013. Cependant, l'inspection régionale en charge de la pêche s'est dit frustrée. Elle juge faible, sinon trop faible, cette production au regard du potentiel de la région dans le domaine et de ses importants besoins en consommation de produits halieutiques. Soutenant qu'il y a un paradoxe selon lequel Louga est une région de pêche, mais ne disposant pas de pêcheurs et que la zone est principalement fréquentée par des saisonniers qui viennent de Saint-Louis et de Kaya. Bonne nouvelle pour les populations de Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kaffrine et Saint-Louis qui viennent de bénéficier d'un projet dénommé Collaborative Technologie, un projet communautaire qui vise à améliorer la santé maternelle mais aussi infantile des populations de ces localités précitées. Une initiative conjointe de l'organisation non gouvernementale Africaire et l'association AMREF. Les détails avec Pape Ousmane Sissé. C'est un projet qui vient à son heure, surtout en cette période qui annonce l'hivernage. Un projet qui vient soutenir les groupements de femmes enceintes qui sont formées sur les préventions et suivi de la grossesse. La plateforme de téléphonie permet aux femmes enceintes de bénéficier des conseils d'experts et d'établir des liens entre les agents de santé et leurs clients. Ce projet va intervenir dans 6 régions, notamment Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda, Kédougou, Kaffrine et Saint-Louis pour une durée de 4 ans. Selon les initiatives, l'objectif est aussi d'accroître la demande, l'accès et l'utilisation des services de santé maternelle et néonatale de qualité, surtout pour les femmes vivant dans des zones où l'accès est difficile. Il précise également que le projet cible 659 villages dans 12 districts sanitaires au bénéfice de 305 000 femmes en âge de reproduire, en indiquant aussi qu'il va participer au renforcement des compétences des agents de santé en milieu rural. 2 450 000 francs CFA, c'est la somme que devra débourser chaque pèlerin pour le Hajj 2014. Le nombre de missionnaires retenus par la Commission nationale vient d'être arrêté à 150 personnes. Et le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye, a déclaré que cette diminution de l'effectif devrait permettre plus d'efficacité dans les différentes tâches. Et c'était au sortir d'un conseil ministériel portant sur les préparatifs du pèlerinage au lieu saint de l'islam. El Hadj Moussa Bey. 150, c'est le nombre de missionnaires officiels arrêtés par la Commission nationale pour effectuer le pèlerinage à la Mecque, a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Mankeur Ndiaye. Au sortir d'une rencontre interministérielle sur les préparatifs du pèlerinage ce jeudi, il a également indiqué que le coût du billet pour le voyage de recueillement était fixé à la somme de 2 450 000 francs CFA pour l'année 2014. Selon le ministre, l'État s'est inscrit dans une dynamique de réduction de la durée du Hajj à cause des contraintes relevées au lieu saint de l'islam. Une réduction qui répond à plus d'efficacité et de cohérence. Sur cette lancée, des critères ont été dégagés pour le choix de personnes capables d'accomplir correctement une mission d'encadrement. À propos du voyage, un total de 9 vols est prévu cette année. Le premier vol aller est programmé pour le 19 septembre prochain et le dernier pour le 29 du même mois, a indiqué Mankeur Ndiaye. Et pour les vols retour, ce sera du 10 au 18 octobre prochain. À présent, la page internationale avec les violences au Proche-Orient qui se poursuivent. Il y a également du nouveau dans le crash d'Air Algérie dans la région de Gossi au Mali et l'affaire entre BNP Paribas et les États-Unis qui arrive à son dénouement. Les détails avec Sirmi Boukaka. Les soldats israéliens ont tué un Palestinien ce jeudi à Gaza. Ce drame a aussi fait 200 blessés. C'était lors d'un violent affrontement avec plusieurs milliers de manifestants qui dénonçaient l'offensive israélienne. Les protestataires étaient partis de Ramallah et se dirigeaient vers les abords de Jérusalem pour témoigner leur solidarité avec les populations de Gaza. Les restes du corps des passagers de l'avion d'Air Algérie ont été retrouvés à Gossi au Mali. Ces voyageurs étaient tous de transit, ils étaient notamment attendus dans plusieurs aéroports français. Cet avion a été retrouvé calciné, ont affirmé les autorités françaises, maliennes et burkinabées. Air Algérie avait disparu ce jeudi matin 50 minutes après son décollage de Ouagadougou au Burkina Faso avec 116 personnes à bord, dont 51 Français. 80 millions de dollars, c'est l'amende que la banque française BNP Paribas doit payer aux États-Unis. Elle a été accusée pour avoir utilisé frauduleusement une aide publique du département de l'agriculture. Le programme fournissait des garanties de paiement aux exportateurs américains de matières premières agricoles en cas de non-paiement de la marchandise vendue par les importateurs. À cet effet, la banque française BNP Paribas a accepté de payer cette amende pour clore le dossier.
a affirmé le juge Simlek au tribunal du district de Houston, au Texas. Le sport s'invite aussi dans ce journal avec les dirigeants du football sénégalais et des experts qui ont visité le chantier du stade Léopold Sédar Senghor en compagnie du nouveau ministre des Sports Matar Ba. La livraison de ce stade est peu probable, mais pour le ministre des Sports, il y a lieu d'espérer pour la réception d'une Égypte à Dakar, les entrepreneurs ayant pris des engagements afin de pouvoir livrer le stade le 15 août prochain. Et puis Jérémy Mathieu, le joueur français de Valence, n'était pas pour autant attendu au Barça. Pourtant, le quadruple champion d'Europe a adressé aux dirigeants espagnols de Valence un chèque de 20 millions d'euros pour s'attacher les services du joueur français. Âgé de 30 ans, Jérémy Mathieu a été formé à Sochaux puis à Toulouse. L'arrière de 1,82 m évoluait jusque-là à Valence. Il perpétue ainsi la présence française au sein du club catalan, inauguré en 1908 avec le passage d'Henri Normand. En visite officielle au Sénégal, le vice-ministre des Affaires étrangères du Kazakhstan nous a rendu visite à Africa 7. M. Achik Bayev effectue en effet sa première visite officielle au Sénégal. Il a notamment rencontré le chef de l'État Macky Sall et le ministre sénégalais des Affaires étrangères, avec qui il a parlé du renforcement de la coopération politique et économique entre le Sénégal et le Kazakhstan. Il était accompagné du deuxième secrétaire de l'ambassade de la République du Kazakhstan en France, M. Tourar Touchev, et de Laurent Taeb, consul honoraire du Kazakhstan. Justement, le Kazakhstan envisage d'ouvrir un consulat honoraire à Dakar. Monsieur Achik Bayev est interrogé par Amadou Diouf. Excellence, bonjour. Africa 7 a le plaisir de vous recevoir dans ses locaux. Bonjour, monsieur. Excellence, je rappelle que vous êtes le vice-ministre du Kazakhstan des Affaires étrangères. Vous effectuez votre première visite officielle au Sénégal. Quel est l'objet de votre séjour à Dakar? Assalamu alaikum. Бұл менің Дакарға жасаған алғаш сапарым. Шынында да екі жақты қатынастарымыздың тарихындағы алғаш сапарлардың бірі. C'est ma première visite officielle au Sénégal. Je suis heureux d'être ici. En fait, notre pays, le Kazakhstan, estime qu'il doit agrandir les relations politiques, économiques et culturelles avec le Sénégal parce que c'est un pays important en Afrique de l'Ouest. Où en est la coopération diplomatique entre le Kazakhstan et le Sénégal? 2008 жылдан бері біздің дипломатиялық қатынастарымыз орнады. Сол уақыттан бері En fait, notre pays, le Kazakhstan, estime qu'il doit agrandir les relations politiques, économiques et culturelles avec le Sénégal parce que c'est un pays important en Afrique de l'Ouest. Бұл байланыстарымыздың негізгі алған басты Pensez-vous que cette coopération peut aller jusqu'à l'ouverture de représentations diplomatiques au Sénégal et au Kazakhstan? Il n'y a pas encore d'ambassade du Kazakhstan chez vous, mais en Afrique, on a déjà 2 ambassades en Afrique du Sud et en Égypte. Et cette année, nous avons prévu d'ouvrir une ambassade en Éthiopie. Au Sénégal, nous envisageons d'ouvrir très bientôt un consulat honoraire. Oui, Excellence. Au plan économique à présent, quelles sont les opportunités d'affaires qu'offre le Kazakhstan au Sénégal? Nous voulons développer une coopération avec le Sénégal dans les domaines économiques, notamment dans le domaine énergétique comme le pétrole, dans le domaine de l'agriculture avec le blé, le textile, etc. Est-ce qu'il y a une politique développée par l'État du Kazakhstan pour encourager les investisseurs kazakhs à venir au Sénégal? Il n'y a pas de politique spéciale pour pousser les investisseurs du Kazakhstan à venir investir au Sénégal.
Mais nous voulons travailler dans ce sens avec l'État du Sénégal afin de développer des axes de coopération économique mutuelle fructueux pour nos deux pays. Біз іскер топтарымызға осы мүмкіндіктерді ашуға мүдделіміз. Сондықтан жаңа ғана айтып өткенімдей, l'économie du Kazakhstan est essentiellement basée sur les ressources pétrolières. Comment est-ce que vous exploitez cette ressource? шынында да біздің байлығымыз. Tout le monde sait qu'au Kazakhstan, il y a beaucoup de pétrole et de gaz. Mais les revenus du pétrole et du gaz sont versés dans un fonds spécial destiné aux générations futures. Avez-vous prévu, durant votre séjour à Dakar, de rencontrer des hommes d'affaires sénégalais? En fait, nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais nous sommes ouverts pour échanger avec les hommes d'affaires sénégalais. C'est notre première visite au Sénégal et nous avons beaucoup de rencontres qui étaient prévues avec les autorités du pays. Mais cela n'est pas exclu pour notre prochaine visite. Dernière question, Excellence. Le Kazakhstan est-il en coopération avec d'autres pays d'Afrique? Oui, l'Afrique est une importante région pour notre économie, notre politique, mais aussi notre culture. C'est pourquoi nous voulons nous ouvrir davantage à l'Afrique et au Sénégal. Excellence, Africa 7 vous remercie d'avoir choisi notre chaîne parmi les chaînes que vous devez visiter aujourd'hui au Sénégal. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Nous passons à présent à la revue de presse et c'est avec Souleymane Dim. Bonjour. La livraison de la presse quotidienne de ce vendredi traite essentiellement de politique. Certains titres évoquant des retrouvailles entre Aminata Touré et Alioune Badara Cissé, deux responsables de l'Alliance pour la République actuellement en marge du pouvoir. L'ancien Premier ministre Aminata Touré et l'ex-ministre des Affaires étrangères Alioune Badara Cissé en dieu de rébellion, indique par exemple Direct Info à sa une, en parlant de la nouvelle trajectoire de ces deux figures importantes du régime du président Macky Sall. Sans officialiser leur démission de l'Alliance pour la République, l'ex-premier ministre et Alioune Badara Cissé, qui se prennent pour des victimes de la famille du chef de l'État, se sont retrouvés dans le but d'aller en bloc pour s'opposer au régime de Macky Sall, écrit le journal. Walfadjri revient sur le cas particulier de l'ancien Premier ministre Aminata Touré, démise de ses fonctions à la suite de sa défaite aux élections municipales du 29 juin dernier. Madame Touré peut compter sur le soutien de 34 organisations pour la présidentielle de 2017, selon le journal. Elle n'a pas officiellement rompu avec son parti, ni déclaré sa candidature pour la prochaine présidentielle. Mais Aminata Touré est en train de tisser petit à petit sa toile, constate ce quotidien. Sans tambour ni trompette, l'ancien Premier ministre est en train de consolider sa base politique. D'autres titres rendent compte de l'élection de nouveaux maires à la suite des dernières élections municipales. Ils s'intéressent en particulier au cas de Guédiawaye dans la banlieue dakaroise et de Thiès, la cité du rail à l'ouest du pays. Macky prend le contrôle de Guédiawaye avec l'élection d'Aliou Sall, commente pour sa part la Tribune. Le quotidien fait allusion au fait que cette grande commune de la banlieue dakaroise, dont M. Sall est le nouvel édile, peut être un réservoir électoral pour les prochaines élections. Cette victoire est celle de la démocratie, c'est en substance ce qu'a déclaré le tout nouveau maire de Guédiawaye, Aliou Sall. Comble de paradoxe, enquête laisse entendre que l'élection du nouveau maire de Guédiawaye a été facilitée par Rewmi, le parti de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, et le Parti démocratique sénégalais, deux formations connues pour leur opposition au régime de Macky Sall. Sans surprise, c'est Aliou Sall, tête de la liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui a été élu maire de la ville de Guédiawaye. Mais la situation à Guédiawaye n'en est pas à une contradiction près, si l'on en croit le quotidien Walfadjri. Selon le journal, le numéro 2 de l'Alliance des forces de progrès, Malick Gakou, s'est également perdu dans son propre jeu avec la défaite de son candidat devant Aliou Sall. Il se croyait un faiseur de roi et voulait liquider Aliou Sall, mais aujourd'hui, il a été pris dans son propre piège pour n'avoir jamais joué franc jeu dans la coalition Benno Bokk Yakaar. Gakou a joué et a perdu lamentablement en refusant d'être sur les listes, écrit le journal, en citant un élu local de l'APR, le parti présidentiel.
Comme Aliou Sall à Guédiawaye, Talossila est installé à Thiès comme nouveau maire de la Cité du Rail en remplacement de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, signale le quotidien Le Populaire. Son élection n'a été qu'une simple formalité dans la mesure où les conseillers de And Defar Thiès ont appliqué à la lettre les consignes de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, ajoute ce journal. Visite de l'ancien Premier ministre à Medina Baye. Mimi Touré s'est confié à Papa Cher, nous dit l'AS. Sa première sortie hors de la capitale depuis son départ du gouvernement. Aminata Touré l'a réservée à Medina Baye, la cité de Cheikh al-Islam. Sur place, elle a eu droit à tous les honneurs. Toutefois, elle n'a tenu aucun discours, même si ses partisans indiquent qu'elle a définitivement tourné la page de la paire. Le président Macky Sall est dans une colère noire suite au retard constaté dans l'organisation du sommet de la francophonie. L'observateur nous rapporte que le président ne veut pour rien au monde que l'organisation du sommet de la francophonie soit compromise pour des lenteurs administratives. Et quand il a été informé que les procédures de décaissement sont la cause de ces lenteurs, son Excellence a laissé éclater une soufflante sur ses collaborateurs, en plein Conseil des ministres. Le journal Réumi Quotidien a mené une enquête sur Macoumba Diouf. L'ex-directeur de l'Institut sénégalais de recherche agricole a été épinglé par un rapport d'audit de l'inspection des affaires administratives et financières. Monsieur Diouf brandit ses preuves et crie à l'acharnement. Toujours selon lui, il a été félicité en 2013 par l'ARMP comme faisant partie des bons élèves en matière de bonne gestion des marchés publics. Peur sur le match Sénégal-Égypte du 5 septembre, là nous parlons de sport. En visite au stade Léopold Sédar Senghor pour faire le constat sur l'avancement du chantier. Stade nous révèle que le nouveau ministre des Sports, Matar Ba, a eu du mal à cacher son inquiétude face à la lenteur des travaux. En témoignent les 3 heures de réunion de crise qu'il a tenues avec toutes les parties prenantes du chantier. En tout cas, le match approche à grands pas et il faut accélérer la cadence pour être dans les délais. Sunoulamb, lui, s'est intéressé à ces fortes sommes qui ont fait couler les promoteurs de lutte. 130 millions à 140 millions pour Balla Gaye 2, Modulo et Yekini. Le promoteur Aziz Ndiaye a investi plus d'1,6 milliard de francs en 2 ans. Mais si les promoteurs de la place n'en peuvent plus, ils ne doivent qu'à s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Pour décrocher les grosses affiches, ils ne lésinaient pas sur les moyens pour payer les gros cachets aux lutteurs. Ces fortes sommes ont fait couler beaucoup d'entre eux. Mais dans cette situation, presque jamais connue dans l'arène, ne faut-il pas aller vers un plafonnement des cachets afin de limiter les dégâts? Parce que si ça continue, on fonce tout droit vers le précipice. Bonne lecture. Merci Souleymane pour cette revue de presse. Ce journal est à présent terminé. Merci à toute l'équipe technique. Merci aussi à vous de l'avoir suivi. Quant à moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end en compagnie des programmes de votre chaîne panafricaine Africa 7.